Bien, bonjour à tous et merci de l'invitation Arnaud, merci à la JAR pour m'avoir mis la lourde tâche d'essayer de parcourir en un minimum de temps la gestion des voies aériennes et les notions de ventilation protectrice en essayant de faire approximativement 3 kits de survie. Et donc on va essayer de parcourir ça. Donc moi je travaille à la Fondation Rothschild à Paris et donc on va essayer de commencer par un kit de survie physiologique, la gestion de l'oxygène. Puis on verra, une fois qu'on aura un petit peu compris comment fonctionne l'oxygène, comment vous allez pouvoir gérer vos voies aériennes pour débuter votre internat. Et ensuite, on essaiera de voir les bases fondamentales en termes de pression sur la ventilation protectrice. Alors le kit de survie physiologique, comprenez que vous allez avoir bien la réputation très rapidement de « vous êtes un pousseur de blanc ». Très bien, vous êtes un super pousseur de blanc. Mais moi, je vais vous dire, essayez de considérer plutôt que vous êtes celui qui va le mieux gérer l'oxygène dans votre service, dans votre métier. C'est vous le garant de l'oxygénothérapie de vos malades, c'est-à-dire de l'homéostasie tissulaire de vos malades, que ce soit en soins critiques, que ce soit sous anesthésie générale, au bloc opératoire. Et il faut bien comprendre quelque chose, c'est que l'oxygène, vous en avez de partout, ça très bien, mais ça peut devenir une ressource rare. Et donc vous avez ici les photos du Monde, du journal Le Monde en mai 2021, où on relatait une carence en oxygène, un obus d'oxygène en Inde. Et donc vous voyez que votre métier, ça va être quand même quelque chose d'assez intéressant et d'assez utile. Alors vos nouvelles missions, si vous les acceptez à partir d'aujourd'hui, même depuis quelques jours, ça va être tout d'abord d'assurer la prise en charge des voies aériennes afin d'assurer cet apport d'oxygène au niveau artériel adéquat et d'assurer une ventilation adéquate à vos malades. Vous avez une obligation de moyens, ça c'est fourni par l'hôpital et par tout ce que vous allez rencontrer au cours de votre internat, mais aussi de résultats. Vous devez arriver à apporter cet oxygène pour vraiment assurer cette homéostasie tissulaire. Alors la saturation, vous avez déjà dû l'utiliser, que ce soit quand vous étiez externe, quand vous étiez interne. C'est un outil formidable. Moi, je suis arrivé à mon internat, on l'utilisait tout le temps. Mais sachez que les générations maintenant qui ont la soixantaine, ils vous décrivent bien qu'avant, il n'y avait pas de saturation pulsée en oxygène. Et donc, ils faisaient vraiment clinique. Ils regardaient le malade pendant qu'il dormait et on essayait de savoir s'il était bien oxygéné ou pas. Puis après, il y en a eu un saturomètre dans les blocs opératoires. Tout le monde se battait pour l'avoir. Bon, ben, formidable, c'est simple, c'est non invasif, on peut l'utiliser facilement. Mais voilà, ça vous donne un chiffre, 98%, et vous dites « Ah super, le malade il respire bien, il est bien, là on est au top ». Ben, pas forcément, essayez de vraiment commencer à avoir la notion de contenu artériel en oxygène, qui est la somme du contenu artériel en O2 dissous plus le contenu artériel en O2 lié à l'hémoglobine. Et donc ça donne cette formule que je vous conseille d'essayer d'apprendre rapidement pour pouvoir discuter avec vos seniors sur le contenu. C'est ça qui est important, en tout cas in fine, pour la délivrance en oxygène. Donc vous avez cette formule qui est de 0,02 fois la PaO2. Vous comprenez donc bien que c'est la part infime de votre contenu artériel en oxygène. Et à ça, vous additionnez le taux d'hémoglobine. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'un patient avec 1 gramme d'hémoglobine mais qui sature à 100%, vous imaginez bien que ça va mal se passer. Mais si vous avez un bon taux d'hémoglobine avec une bonne saturation, vous multipliez ça par le pouvoir oxyphorique de l'oxygène et vous retrouvez avec cette formule. In fine, il vous faudra également les paramètres hémodynamiques que vous avez déjà vus pour obtenir la formule du transport artériel de l'oxygène, qui est le contenu artériel de l'oxygène fois le débit cardiaque. Alors jusque-là, tout va bien, tout est facile. Et puis, gros malaise. En 2020, une correspondance qui est publiée dans le New England Journal of Medicine, intitulée, et j'utiliserai ces termes-là pour ne pas me mettre en position délicate, « Racial Bias in Pulse Oximetry Measurement ». Ok, donc qu'est-ce qu'ils ont cherché à regarder? Université du Michigan, ils ont pris des cohortes multicentriques, des white patients et des black patients. Ils ont mis une saturation pulsée en oxygène et ils se sont intéressés aux hypoxémies occultes, mesurées non pas sur la saturation pulsée au doigt, mais sur la saturation artérielle d'un gaz du sang. L'hypoxémie occulte a été décrite par une saturation artérielle, donc sur gaz du sang, inférieure à 88%. Et surprise générale, gros malaise, 17% des black patients présentaient une hypoxémie occulte alors qu'ils avaient une PO2 entre 92 et 96%, et les white patients seulement 6,2%. Bon, ben, gros malaise, parce que quand même, vous n'oublierez pas que pendant le Covid, on a dû faire quand même ce qu'on appelle le triage des malades, et souvent c'était avec la saturation pulsée et le taux d'oxygénothérapie que le malade avait besoin. Ça a été un petit peu la correspondance qui a eu lieu après ça, en disant finalement, est-ce que la saturation ça suffit? Est-ce qu'on n'a pas fait de l'over-triage ou de l'under-triage?
en fonction du ratio du patient. Donc moi je dirais plutôt en fonction de la pigmentation de peau. On ne sait pas trop pourquoi il y a eu cette différence. En tout cas, ayez conscience qu'il va falloir maintenant intégrer cette saturation avec d'autres paramètres et ne pas faire, en tout cas ce qu'ils ont décrit, le racial bias. Il y a peut-être une limite sur la pigmentation de peau, mais il ne faut pas considérer que la saturation a un quelconque caractère raciste. Ça a été reproché à ce papier-là. La deuxième information importante pour gérer votre oxygène, c'est la cascade de l'oxygène. Donc vous savez bien que la pression totale d'un gaz, c'est la somme des pressions partielles d'un gaz, et dont nous, ce qui nous intéresse, c'est l'oxygène. L'oxygène au niveau de la pression atmosphérique, puis l'oxygène au niveau de vos voies aériennes supérieures en contact avec la pression en vapeur d'eau, puis la pression au niveau de l'alvéole jusqu'à atteindre la mitochondrie. Et donc ça vous donne un aspect de cascade qui part d'un gradient élevé en oxygène jusqu'à un gradient moins élevé. C'est pour ça que vous avez cette diffusion en cascade de l'oxygène jusqu'à la mitochondrie. Alors qu'est-ce qu'on peut relier comme formule importante sur cette cascade de l'oxygène? Je vous en donnerai deux. La pression inspirée en oxygène, qui est la pression atmosphérique moins la pression en vapeur d'eau que multiplie la FiO2, et la pression alvéolaire, qui est représentée par un grand A en oxygène, qui est la pression inspirée en oxygène, moins la pression partielle en CO2, divisée par le quotient respiratoire, qui est une constante qui est égale à 0,8. Alors tout ça, vous pouvez le mesurer avec simplement un gaz du sang, et aboutir à ce qui est parfois utilisé. C'est vraiment de la physiologie, c'est pas forcément, en tout cas on n'en parle pas vraiment quand on fait les transmissions ou au lit du malade, mais je vous conseille d'essayer de l'utiliser, surtout au début de votre internat, pour essayer de comprendre un peu les mécanismes d'hypoxémie. C'est la différence alvéolo-artérielle qui se mesure par la pression alvéolaire en oxygène moins la pression artérielle, la pression partielle artérielle en oxygène. À partir de là, vous pouvez essayer d'interpréter une hypoxémie, à voir si, par exemple, s'il n'y a pas une diminution de FiO2, alors ça serait accidentel, il n'y a normalement pas de diminution de FiO2, ou si le patient présente une hypoventilation alvéolaire pure, ou un Schoenfrey, ou une inadéquation ventilation-perfusion, qui est le mécanisme le plus fréquent d'hypoxémie, et enfin les altérations à la diffusion. Alors sans le décrire en détail, mais vous avez ici parfois un exemple d'utilisation au lit du malade de cette physiologie avec la différence alvéolo-capillaire, où vous pouvez d'abord interpréter la PaCO2. Si vous avez une augmentation de PaCO2, vous vous retrouvez avec un patient qui présente une hypoventilation. Si la différence alvéolo-artérielle est normale, c'est une hypoventilation isolée. Si cette PaCO2, par contre, n'est pas élevée, vous pouvez mesurer cette différence. Si la différence est élevée, et en fonction de la réponse, en augmentant mon taux d'oxygène ou pas, je peux me retrouver devant un Schoenfrey, c'est-à-dire les zones qui sont non ventilées mais perfusées, ou s'il y a une amélioration de mon hypoxémie en augmentant la fraction d'oxygène que je donne au malade, plutôt une inadéquation ventilation-perfusion dans des zones qui sont mal ventilées, mais bien perfusées. À partir de là, vous pouvez découler des cadres nosologiques et réfléchir au lit du malade sur le mécanisme de l'hypoxémie. Donc là, vous avez quelques bases pour gérer l'oxygène au lit du malade. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut décrire pour gérer ces voies aériennes? Donc, quoi de mieux que de commencer par un petit cas clinique. C'est 4 heures du matin, donc ça revient un petit peu sur le cas de ma collègue précédente. 4 heures du matin, première garde, l'infirmière vous appelle sur votre DECT, vous êtes en plein sommeil, vous êtes défoncé, et là, mon patient il a du mal à respirer. Ok, c'est la panique, tout le monde. Si vous ne paniquez pas, c'est un problème. Moi, je préfère vous paniquer et me dire j'ai paniqué. Ah, j'ai paniqué. Ok, ça veut dire que tu as compris que c'était difficile. Si le mec il arrive et me dit non, t'inquiète, j'ai géré, j'ai fait ci, j'ai fait ça, là par contre, socle, je commence à m'inquiéter. Ok, c'est pas grave, c'est normal. Alors, on va commencer. Donc, il y a trois cadres sur cette situation un peu délicate. La première, c'est l'anamnèse rapide. Je vais y revenir très rapidement parce qu'en fait, je suis content. En me voyant la présentation précédente, je me suis dit que je ne faisais pas n'importe quoi. Moi, ce que je fais, c'est que je demande, OK, quels sont les paramètres vitaux? Ça vous donne déjà une aperçu sur la gravité du malade. Où tu es? Est-ce que tu es dans une chambre? Quel étage, machin, pour que déjà, j'essaie d'écrire un truc à moitié fermé. Quel est le contexte? Est-ce qu'il vient de se faire opérer? Est-ce que vous l'avez admis pour une pneumonie? Est-ce que c'est la salle de réveil? Est-ce que c'est le bloc opératoire? Demandez ce qui se passe. Si vous pouvez avoir quelques antécédents notables, gros cardiopathe, le BPCO, etc. Et est-ce que vous avez une perfusion? Voilà. Essayez de voir s'il y a une perfusion. Franchement, si déjà il est perfusé, pouvez-vous lever tranquille, ok, vous rhabiller et vous allez voir ce qui se passe. S'il n'est pas perfusé, dites à l'infirmière, essayez de le perfuser, préparez le matériel pour ça, préparez le matériel pour ci, et surtout, débutez une oxygénothérapie si vous sentez que ça sent la détresse respiratoire.
Alors pendant votre internat, vous allez voir toutes les interfaces que vous allez devoir maîtriser en tout cas en tant qu'anesthésiste réanimateur, que ce soit la ventilation non invasive, que ce soit l'oxygénothérapie nasale à haut débit. Mais pour commencer, déjà, essayez d'avoir vraiment ces bases-là sur comment je peux utiliser de l'oxygène au lit du malade si je suis dans le 6e étage, en chambre, avec une infirmière qui est un peu en panique. Ben, vous avez le moyen de donner une oxygénothérapie. Et vous devez connaître comment utiliser ces différentes interfaces. Vous avez les lunettes nasales. Les lunettes nasales, vous pourrez mettre un peu d'oxygène à 2-4 litres par minute pour augmenter le mélange air-O2 que le malade va inspirer. Puis le masque facial, si ça ne suffit pas, aux alentours de 8 litres par minute. Et si ça ne suffit pas, vous avez le masque facial à haute concentration, où là, vous allez remplir votre masque d'oxygène et vous pouvez donner des débits qui dépassent, en tout cas qui approchent les 15 litres par minute. Et donc, vous allez avoir un mélange air-oxygène que votre malade essaie de respirer, qui va approcher les 80% d'FiO2. Ne paniquez pas non plus si votre malade, on vous dit, il est trachéotomisé, il est en détresse respiratoire. Bon, sauf s'il a un bouchon, et là, vous êtes vraiment dans la mouise. Mais pensez que vous pouvez également donner une interface d'oxygène à un malade qui est trachéotomisé, avec simplement des pièces santé. Vous aurez tout le loisir, je ne sais pas si c'est un loisir, mais en tout cas, l'opportunité de découvrir ces situations-là. Il y a un autre outil que je vous mets en photo ici, c'est la canule de Guédel. Vous aurez, pareil, l'occasion de la voir au bloc opératoire. Moi, je vous conseille de l'avoir aussi parfois sur vous, dans la nuit, ce que vous voulez. Parce que finalement, cet outil-là, si votre malade il est vraiment pas bien, et même sur le plan neurologique, commence à pas protéger ses voies aériennes, vous pouvez un petit peu le subluxer, vous pouvez lui mettre une canule de Guédel, lui mettre l'interface d'oxygène et réfléchir. Et ça, vous pouvez le faire n'importe où. Grâce à la canule de Guédel, vous maintenez l'axe oropharyngé pour apporter cet oxygène sans avoir d'obstruction haute. Bon, alors l'évaluation physique, ne la négligez jamais. Prenez, même si c'est 10 secondes, prenez ces 10 secondes pour reconnaître les signes d'une insuffisance respiratoire aiguë, ausculter vos malades et d'essayer d'anticiper le risque de ventilation au masque difficile et d'intubation difficile. Attention au contexte post-opératoire. Attention au contexte post-opératoire. Je vous montrerai un petit cas clinique et je vous ai mis une photo d'un curamètre. Si jamais vous êtes en premier stage en salle de réveil, par exemple d'un gros CHU, eh bien, les malades ils reviennent du bloc opératoire en principe décurarisés. Un TOF, que vous voyez en photo ici, avec 4 réponses sur 4 et une réponse entre le 4e et la première réponse qui est supérieure à 90%. Si vous avez ces valeurs-là, tout va bien. Si le malade il arrive en détresse respiratoire, il est un peu en sueur, vous ne comprenez pas trop, refaites un TOF et vérifiez qu'il n'existe pas une curarisation résiduelle. C'est un piège classique, mais c'est vachement important. Alors, les critères de ventilation masque difficile, je vous les énonce ici, mais vous aurez tous les livres d'anesthésie-réanimation qui vous les relateront. L'âge supérieur à 55, les IMC un petit peu supérieurs à 26 kg par mètre carré, les patients édentés, qui ont une limitation de la protrusion mandibulaire, qui ont la présence d'une barbe, et les patients qui rompent. Ce n'est pas forcément très évident de le voir chez un malade qui est en état critique, mais déjà, essayez de voir un peu le panel. Ça, c'est vous, c'est votre métier, c'est votre plus-value sur ces malades-là. Sur les critères d'IOT difficiles, essayez de savoir si là, le patient a une intubation difficile dans son histoire. La classe de mal-empathie, c'est souvent celles qui sont décrites supérieures à 2. Les distances styromentonnières qui sont inférieures à 6. Et les petites ouvertures de bouche, ce qui est décrit, c'est 35 mm ou 30 mm. En tout cas, vous regardez un petit peu, s'il est totalement brûlé du visage et qu'il a une toute petite ouverture de bouche, ça sent pas bon. Encore une fois, attention au contexte post-opératoire. Ce sont des critères que vous devez rechercher en consultation d'anesthésie et les noter dans le dossier. En réanimation, vous avez également des scores qui ont été édités de prédiction d'intubation difficile, comme le score de Makocha par l'équipe de Montpellier. Et voici un petit cas clinique. Bon, c'est désastreux, ça fait peur. Mais en fait, c'est juste pour vous marquer, pour vous dire que évaluez vos malades. Évaluez vos malades. Ça, c'est une petite dame de 80 ans qui n'avait rien demandé. Comme souvent, hein. Et elle se fait opérer une petite chirurgie urologique et puis elle revient en salle de réveil de manière... Allez. Là, vous m'entendez? Ça marche là? Ouais. Ok, donc cette petite mamie, elle est arrivée en salle de réveil en grande détresse respiratoire, hémodynamique et neurologique. Comprenez rien, l'anesthésiste me dit non, pas vraiment de difficulté. Difficile à intuber, on a fait de laryngoscopie et on a fini au vidéolaryngoscope, mais au vidéolaryngoscope tranquille, vraiment tranquille.
Ok, d'accord, vous avez tous les malades qui arrivent, c'est le bordel, comme d'habitude en salle de réveil, vous voyez tel malade, vous signez un malade, il y a une urgence, etc. L'infirmière vous rappelle, bah, franchement, la mamie, elle va pas bien, elle est sous 6 mg de noradré, je comprends pas ce qui se passe, est-ce que tu peux venir la voir? Bah, bien sûr, on va la voir, on l'examine, elle a un déficit complet de l'hémicorps gauche. Ok, bah elle a fait un AVC peut-être, etc. Donc on se dit, bon, bah, allez, on va protéger ce foie aérien, elle ne répond plus. On était en pré-arrêt cardiaque, donc là, on se décide de la réintuber. Intubation, mais facile. Vraiment, je me dis, mais facile. Et on va à l'imagerie. À l'imagerie, rien au niveau cérébral, et vous retrouvez sur une fracture du rachis cervical haute, avec une dame qui a eu une section de moelle. Je vous passe la suite, hein, on n'a pas besoin de savoir. Mais dans le dossier d'anesthésie, parce que bien sûr il y a eu plainte, c'était bien noté qu'elle avait une spondylarthrite ankylosante avec une colonne bambou et qu'elle avait eu un rachis qui était complètement fixé. Et il y avait eu proposition de l'intubation fibroscopie. Donc ça n'a pas été fait, ça a été un peu compliqué à gérer. Mais voilà, essayez vraiment d'évaluer vos malades et d'essayer de se dire est-ce qu'une technique classique ou une technique alternative, et vous avez tout votre internat pour essayer d'apprendre ces techniques et ne négligez pas la fibroscopie. Alors, vous avez évalué vos malades, on revient un peu à la situation critique, vous avez l'échographie pleuropulmonaire qui peut vous aider aussi dans la stratégie diagnostique. Cette échographie pleuropulmonaire, maintenant, c'est un outil qui est simple, qui est basé sur l'étude des artefacts, et normalement, vous devrez avoir un apprentissage rapide de cet outil. Ça peut être considéré comme, j'ai mis un nouveau pilier de l'examen clinique, en tout cas c'est ce que la SFAR, dans son dernier numéro sur la ventilation, mettait, donc je l'ai repris. C'est vrai que nous on a moins l'habitude, peut-être vous allez être la génération qui allait être hyper calée sur l'échographie pleuropulmonaire. Comment ça marche? Vous avez 6 zones, 2 zones antérieures, 2 zones moyennes, 2 zones postérieures. Vous allez prendre une sonde d'échographie abdominale, la poser en transverse sur votre thorax, essayer d'avoir un espace intercostal et de regarder les artefacts. Vous avez ici représenté 4 artefacts. Le premier, donc, c'est, vous voyez ici, je sais pas si, voilà, super. Là, ici, vous avez votre plèvre et vous avez 2 côtes à ces endroits-là. Et vous, ça va être cette étude-là, cette étude de l'artefact. Vous allez rechercher d'abord un glissement pleural et vous allez regarder s'il y a une bonne aération au niveau de votre alvéole. S'il y a une bonne aération, vous avez une réverbération à chaque fois des lignes A. Et donc, vous voyez cette espèce d'aspect de répétition de ligne A. Maintenant, si vous avez plutôt, donc toujours un glissement pleural, mais c'est cette espèce de ligne très très droite, très transverse, très continue, qui dépasse l'écran, qui sont convergentes, il y en a plus de 3, et bien ça c'est plutôt la signe de ligne B, qui représente en quelque sorte un comblement alvéolaire par de l'eau, du plus que vous voulez, mais il y a quelque chose d'anormal. Ensuite, vous pouvez avoir ici des condensations alvéolaires. Là, c'est représenté le diaphragme et le foie. Et vous voyez qu'il n'y a presque plus de différence entre votre parenchyme pulmonaire et votre foie. C'est ce qu'on appelle une hépatisation pulmonaire. Et ça peut vous donner des indices sur l'étiologie de l'hypoxémie. Un peu plus compliqué à voir, c'est quand vous n'avez pas de glissement pleural. Et là, vous pouvez faire un mode TM pour essayer de regarder si vous avez un signe du code-barre dans le cadre de pneumothorax. Le dernier point de ce cas clinique, c'est d'essayer d'évaluer votre environnement. Ça, c'est vraiment très important. Est-ce que je dois transférer mon malade, oui ou non, dans le secteur le plus adapté pour vous permettre d'avoir tout le matériel et l'équipe formée à prendre en charge la gravité du malade. Donc, c'est soit vous êtes déjà au bloc opératoire SSPI, soit vous êtes dans un milieu hostile, en quelque sorte, donc dans une salle où vous êtes à l'extérieur, il va falloir transférer le malade. Ok, donc maintenant, vous allez décider d'intuber votre malade et ça dépend si vous êtes en soins critiques ou sur un bloc programmé. En tout cas, in fine, comprenez qu'il y a les similitudes qui sont liées à votre métier de double casquette d'anesthésiste réanimateur. Quand vous savez intuber, vous devez savoir intuber en soins critiques et vous devez savoir intuber sur un bloc programmé. Alors, si vous faites une intubation retrachéale, en gros, la nécessité, c'est d'apporter ce support supplémentaire en oxygène et d'apporter une ventilation adéquate, tout en n'étant pas nuisible à votre malade. En soins critiques, considérez à chaque fois, ça c'est un peu la différence avec le bloc opératoire, que votre intubation va être difficile, non pas parce qu'il y a des critères anatomiques difficiles, mais parce que de nature, il présente des caractéristiques physiologiques difficiles. Le patient présente une détresse respiratoire, il va forcément désaturer. Le patient présente une occlusion sur une péritonite, il y a un très gros risque d'inhalation. Le patient présente une défense multiviscérale, il n'a aucune réserve respiratoire, donc attendez-vous à ce que ce soit une intubation difficile. Il y a 2 choses très importantes que vous devez apprendre au début de votre internat, et je ne passerai pas très longtemps sur les autres points de la technique. La première, c'est la préoxygénation. La deuxième, c'est la ventilation. Apprenez à préoxygéner vos malades, apprenez à ventiler vos malades avant d'apprendre à intuber vos malades. Je vous mets les interfaces de préoxygénation. On peut essayer de voir un petit peu ce qui était proposé par les équipes de Montpellier avec Dr De Jong. C'était, en gros, en fonction de la gravité et du risque de désaturation de votre malade, vous allez dans tous les cas faire une préoxygénation. Que ce soit au masque facial standard pour les malades les moins graves,
Et plus le malade il y a un risque de désaturation, et vous pouvez associer les techniques. L'association qui marche le mieux, c'est la ventilation non invasive, qui est représentée par l'iconographie à gauche, associée à l'oxygénothérapie nasale à haut débit. Donc vous mettrez sur la VNI une FiO2 à 100%, vous lui apporterez un peu d'aide inspiratoire. Le malade inspire, vous lui apportez entre 5 et 10 cm d'eau d'aide inspiratoire, une petite pression expiratoire positive, et vous allez essayer d'avoir une étanchéité au masque. Et de ce fait, vous allez essayer de recruter un maximum votre capacité de réserve fonctionnelle au niveau pulmonaire. Ensuite, toujours en soins critiques, essayez d'avant de partir sur une induction, une fois que vous êtes en train de préoxygéner, en principe vous serez à la tête, mais il va falloir en même temps organiser toute cette prise en charge de votre voie aérienne. L'optimisation hémodynamique, c'est-à-dire que vous avez commencé un support vasopresseur pour anticiper sur le risque hypotenseur de votre induction. Vous pouvez également faire un monitorage avec votre capnographie, que ce soit pendant la ventilation ou une fois que le malade est intubé. Et vous allez devoir installer votre patient, et je dirais même optimiser votre installation du patient et vous. Vous êtes un binôme, vous êtes à la tête, essayez de vous installer. Quand vous serez en REMA, parfois on vous voit arriver comme ça, vas-y, je suis prêt, là je suis prêt là. Non, tu n'es pas prêt là. Prends ton temps, enlève ça, prends ça. On prend le temps. Plus vous prenez le temps et vous vous installez correctement, plus l'intubation va être facilitée. Alors, vous allez être en équipe, les infirmiers, un leader, il faut définir ce leader. Le leader, il va vous permettre de vous donner une tâche. En principe, comme je vous dis, c'est que vous serez à la tête du malade et vous serez en train de préoxygéner. Vous allez faire des stratégies de stop and go. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde a compris sa stratégie? Est-ce que tout le monde a son rôle bien défini? Et une fois que c'est bon, vous allez commencer votre induction sur votre intubation. De près et vérifier, vous avez vérifié votre voie veineuse, vous avez vérifié vos drogues d'induction, vous avez vérifié que vous aviez des drogues d'urgence à disposition et préparer aussi du flush pour pouvoir pousser vos drogues, qu'elles ne restent pas dans la tubulure, ça arrive assez de manière classique. Un chariot d'urgence à proximité et puis vous allez faire en principe une induction en séquence rapide. En principe, on dit qu'en soins critiques, on ne ventile pas les malades parce qu'il y a un risque d'inhalation, parce qu'il y a un risque qu'on gonfle l'estomac et donc de se mettre en difficulté. Deuxième étude que je mettrai, j'en mettrai pas plus. En 2019, le New England qui publie cette étude, est-ce que c'est utile ou pas de ventiler les malades lors d'une induction en soins critiques? Le message, c'est que si le malade ne désature pas, il n'y a pas forcément besoin de le ventiler. Par contre, si le malade se met à désaturer et que vous avez une quelconque difficulté, vous prenez le masque facial et vous commencez à le ventiler. Vous aurez moins de désaturation, vous aurez moins de complications liées à l'intubation. Donc oui, c'est possible, mais définissez bien le moment où vous pouvez faire cette ventilation en soins critiques. Bon, au bloc opératoire, pour que vous commenciez un peu moins bête au bloc, parce que c'est quand même un environnement hostile, au bloc opératoire, pour préparer votre intubation, il y a un triptyque. Préparez, en tout cas apprenez à préparer dès aujourd'hui votre plateau d'intubation, préparez votre plateau de drogue avec au minimum un morphinique, un hypnotique, un curare, et puis des drogues d'urgence, en principe de l'éphédrine et de l'atropine, et apprenez à préparer votre plateau de perfusion. Mais surtout, et je ne le répéterai jamais assez, apprenez à ventiler. Focalisez-vous sur toute cette année, sur cette première année, à ventiler les malades. Si vous arrivez à ventiler vos malades, à bien subluxer vos malades, vous arriverez à faire le reste sans difficulté. Les techniques disponibles, on passe très rapidement. Vous aurez tout le loisir de les découvrir au cours de votre internat. Une lame de laryngoscopie classique avec un Eichmann si vous avez une difficulté. N'hésitez pas à demander à utiliser cet Eichmann dès vos débuts. Il n'y a pas de souci, on est en équipe, vous êtes en sécurité. Si vous voulez l'Eichmann, vous le prenez et vous essayez. Il n'y a aucun problème. Ensuite, vous allez être la génération qui va utiliser de plus en plus les techniques de vidéolaryngoscopie. Donc, vous avez sur l'iconographie ici un glidescope, ici c'est un MacGraph, et puis vous avez aussi l'AirTrack qui s'utilise un petit peu moins, mais il y a encore des centres qui l'utilisent. Et puis je mets ici, alors ça c'est important, c'est un masque laryngé. Vous allez l'utiliser sur des chirurgies programmées quand vous pouvez juste ventiler vos malades avec un masque laryngé. Mais c'est un outil super intéressant si vous n'arrivez pas à ventiler ou à intuber ou à intuber vos malades, puisque ça fait partie des algorithmes d'intubation difficiles. S'il y a un souci quelconque de ventilation et d'intubation, vous pouvez essayer d'introduire un masque laryngé pour ventiler vos malades et avoir le temps de réfléchir. Je vous conseille de regarder les algorithmes d'intubation difficile prévus et imprévus de l'ASFAR et de vous aider des aides cognitives de l'ASFAR. Tout est à disposition. Prenez le temps de les regarder dès le début de votre train pour vous familiariser avec et en discuter avec vos seniors. Bon, maintenant que vous avez intubé votre malade, il va falloir qu'on parle un peu ventilation protectrice. Donc là, je me suis dit, oula, comment je vais faire pour leur donner des messages clairs? Parce que ça, on peut faire un DU, on peut faire 3 ans.
pour juste vous faire parler d'une courbe de pression sur la ventilation. Donc je vais essayer de vous donner trois petites bases qui, pour moi, me sont importantes, et pour que vous compreniez ce qui se passe au lit du malade sur un respirateur, au bloc opératoire ou en soins critiques. Vous avez une double casquette. Si vous arrivez à la fin de votre internat à ventiler un malade au bloc opératoire de manière protectrice et le soir prendre votre garde en réanimation et d'arriver à gérer les malades en défaillance de type SDRA et de pratiquer les ventilations protectrices avec des pressions qui sont adéquates, eh bien franchement, l'internat sur l'airway, ça sera réussi. Alors, je vais vous parler de pression transpulmonaire. En fait, c'est toute une affaire de pression. C'est les pressions, les pressions, les pressions. Ici, vous avez représenté une iconographie avec un patient comme vous et moi qui est en train de respirer. Je fais une inspiration, je m'arrête, je finis donc en fin d'inspiration. Ici, c'est un patient qui est anesthésié sous ventilation mécanique et curarisé. Fin d'inspiration, inspiration. Ici, c'est un patient, vous voyez, qui va avoir une pression thoracique beaucoup plus élevée, type les patients obèses avec des obésités morbides. Et ici, c'est un trompettiste qui va faire une inspiration forcée, qui va faire une expiration à lèvres pincées. Et vous voyez que vous pouvez passer d'une pression alvéolaire de 0, quand vous êtes en air ambiant, à plus de 150 cm d'eau dans vos alvéoles quand vous allez faire de la trompette. Et pourtant, vous avez une pression transpulmonaire qui est la différence entre la pression alvéolaire et la pression pleurale, qui va rester semblable aux alentours de 10 cm d'eau. Et cette pression-là, c'est cette pression qui vous permet de maintenir les alvéoles ouvertes sans qu'elles explosent, sans qu'il y ait de lésions visibles sur votre parenchyme pulmonaire. Alors on peut les mesurer, si vous êtes, je crois que c'est à Angers qu'ils utilisent beaucoup ça, on n'utilise pas partout, mais vous pouvez mettre des capteurs œsophagiens pour essayer de mesurer ces pressions transpulmonaires, en tout cas en soins critiques. Donc le message important, c'est que vous allez devoir considérer à partir d'aujourd'hui votre système respiratoire comme un modèle compartimental avec des résistances qui sont représentées par vos voies aériennes, donc la trachée, les bronches jusqu'aux bronchioles, et puis un système respiratoire qui est plus compliant, ce sont les alvéoles pulmonaires. Donc vous avez des résistances, une compliance qui est la création d'un volume avec une certaine pression. Vous imaginez un ballon de baudruche dans lequel vous soufflez. Au début, beaucoup de résistance, il faut souffler très fort. Et puis à un moment, la pression va être telle que vous allez commencer à ouvrir votre ballon. C'est le même cas avec les alvéoles pulmonaires. Si on fait le parallèle ensuite avec la courbe de pression des malades sur un respirateur, donc, je me plante de trucs, ici vous avez donc votre débit inspiratoire, c'est un patient qui est en ventilation assistée contrôlée, et vous avez un débit inspiratoire qui va être carré. Inspiration, expiration, vous revenez à un débit qui est à 0, et le patient expire, vous avez un débit décélérant qui revient en principe, et je dis bien en principe, et ça va être aussi une de vos tâches de vérifier que vous revenez à la valeur de 0. Ce qui correspond sur vos courbes de pression à l'inspiration, donc à la pression qui va monter jusqu'à une pression qu'on appelle une pression de crête. Fin d'inspiration, la valve expiratoire reste fermée et à ce moment-là, vous avez un plateau qui correspond à la pression au niveau des alvéoles pulmonaires. C'est la pression de plateau. À cet endroit-là, vous allez avoir votre valve expiratoire qui va s'ouvrir. Le patient expire, la pression diminue, les alvéoles se referment. Et donc, tout ça, il faut le mettre en relation avec l'équation du mouvement respiratoire, qui est donc la pression au sein de votre système respiratoire à un instant T, qui est égale à la somme de la pression expiratoire en fin d'expiration, la P0 ou la PEP, plus les pressions résistives qui sont représentées par cette partie ici, entre la pression de crête et la pression de plateau, plus la pression élastique, ou qu'on appelle également la driving pressure, qui est la pression qui est la P plate moins la PEP totale. Alors pourquoi je vous parle de PEP totale? C'est ce petit piège-là que vous allez également apprendre à gérer au lit du malade. Vous apprendrez à mesurer vos compliances, dont je vous mets la formule, vous aurez le temps de les voir au lit du malade. Et vous allez également vérifier donc cette PEP totale. Cette PEP totale, vous avez la possibilité de la mesurer. Et donc regardez ici, vous retrouvez votre courbe de débit qui est donc carré, décélérant. Je reviens décélérant normalement à 0. Et là, vous avez cette petite partie qui ne revient pas à 0. Et donc ça, il faut commencer à s'alarmer, à se dire qu'il y a peut-être un problème. Et en faisant une pause télé-expiratoire que je vous invite à demander à vos seniors de vous montrer, vous pouvez mesurer ici votre PEP extrinsèque, c'est celle qui vous réglez sur votre respirateur. Et si vous faites cette pause télé-expiratoire, vous permettez au malade d'expirer. Parfois, vous pouvez avoir une PEP intrinsèque et la somme vous donne la PEP totale. Ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'hyperinflation dynamique. Prenez le temps, vous avez tout l'interne. L'autre courbe importante, c'est la courbe pression-volume. Je vous en parle juste à titre indicatif, mais pour moi, c'est hyper important. Et vous allez voir qu'au bloc opératoire, vous pouvez également la rencontrer. J'exerce une pression.
J'exerce une pression, la pression ne génère pas de volume, d'accord? La pression et les volumes. J'exerce une pression et je n'exerce pas de volume. À un endroit ici, vous allez avoir un décroché. C'est ce qu'on appelle le point d'inflexion inférieur de la courbe qui vous permet de recruter votre alvéole pulmonaire. Et à ce moment-là, vous allez avoir la création d'un volume en fonction d'un delta de pression. Un delta de volume sur un delta de pression. Vous avez la compliance de votre système respiratoire et cette courbe-là et la pente, en fait la dérivée de cette pente-là vous donne la compliance de votre patient. Si je continue d'insuffler de la pression, je vais arriver à un moment donné où je ne vais plus générer de volume. Et donc j'arrive sur le point d'inflexion supérieur de la courbe, mon poumon est recruté, je commence à surdistendre mon poumon, et c'est à ce moment-là où vous allez commencer à faire des lésions au niveau de vos alvéoles pulmonaires. Donc en principe, vous ne devez pas dépasser ce point et permettre au patient d'expirer à ce moment-là avec le point de dérecrutement où le poumon se recollable et vous revenez à votre valeur de PIP qui est réglée sur votre respirateur. Un respirateur d'anesthésie, si vous arrivez à intégrer tout ce que je vous ai dit, mais y compris au bloc opératoire, vous n'êtes pas que là pour surveiller un malade, vous êtes aussi là pour comprendre les régimes de pression que vous voulez exercer, associé à votre capnographie, vous retrouvez votre courbe de pression, vous recouvrez votre courbe de débit, et vous avez ici votre courbe de pression-volume, votre compliance dynamique qui est donnée en temps réel. Tout l'internat, vous aurez tous ces indices que vous allez apprendre à gérer, qui découlent en fait de ces valeurs de pression. Donc prenez le temps de savourer vos gardes et vos journées en réanimation ou au bloc opératoire pour discuter de ces valeurs-là. Et encore une fois, la double casquette, vous êtes anesthésiste réanimateur, ne considérez pas que c'est moins important de faire ça au bloc opératoire qu'en réanimation. Le but, in fine, de tout ça, c'est d'éviter ce qu'on appelle le volume induced lung injuries. Je n'en reviendrai pas, c'est ce qu'on appelle les VILIS. Encore une fois, vous aurez tout l'internat, tous les congrès, tous les livres, tous les cours à disposition pendant votre internat pour essayer de comprendre ces mécanismes-là. Et quelques clés pour finir sur comment vous pouvez vous débrouiller sur vos premières gardes ou au bloc opératoire, que ce soit au bloc opératoire ou en réanimation. Ce que je vous propose, c'est une ventilation protectrice pour tous, que ce soit sur un poumon sain lors d'une anesthésie générale au bloc opératoire, avec des volumes courants qui doivent être entre 6 et 8 ml par kilogramme de poids idéal théorique, des pressions de plateau qui ne dépassent pas 20 cm d'eau, régler une petite pipe entre 4 et 8 cm d'eau, et ça encore, c'est encore en train d'évoluer sur le bloc opératoire. N'hésitez pas à faire des manœuvres de recrutement et de vous adapter à votre patient. Est-ce que le patient présente un traumatisme crânien? Je vais avoir un intérêt très particulier sur sa capnie. Est-ce que le patient a une obésité morbide et je peux accepter des régimes de pression un peu plus élevés? Est-ce que le patient est BPCO? Et il y a aussi en fonction de la chirurgie abdominale, la chirurgie pulmonaire présente des caractéristiques que vous allez apprendre lors de votre internat. En réanimation, vous connaissez déjà, je pense, certaines particularités, les patients en SDRA, les patients, tous patients en ventilation mécanique, mais aussi les patients, les donneurs à cœur battant, les patients en état de mort encéphalique, doivent aussi avoir des ventilations protectrices avec des volumes courants aux alentours de 6 ml par kilogramme, de poids idéal théorique, je le répète, des pressions de plateau qui ne dépassent pas 30 cm d'eau, et vous allez apprendre à régler les meilleures combinaisons entre FiO2, PIP, en faisant des tests au lit du malade au cours de votre internat. Pour conclure, donc 3 kits de survie, c'est un peu rébarbatif ici, mais ce que je dirais à l'oral en tout cas, pour que vous ayez les bases et les clés pour débuter, c'est au niveau de la gestion de l'oxygène, apprenez la physiologie, la cascade de l'oxygène, le contenu artériel en oxygène, son transport, les limites d'une saturation pulsée. Au niveau des voies aériennes, apprenez à ventiler, apprenez à préoxygéner, connaissez les différentes interfaces d'oxygénothérapie, maîtrisez votre environnement. Et enfin, sur la ventilation protectrice, considérez qu'elle est valable pour tous les patients, avec comme but in fine, c'est d'éviter les VILIS. Je vous remercie.